Chapitre 23. La difficulté à reconnaître qu'on a un problème. Ce chapitre ne s'intéresse pas tant aux nombreuses difficultés que les personnes peuvent éprouver à admettre leurs problèmes d'alcoolisme. Il explore plutôt les défis supplémentaires auxquels elles sont confrontées une fois qu'elles ont pris conscience de leur situation. Laissez-moi vous expliquer plus en détail. Le processus de sevrage alcoolique peut induire des sentiments d'inconfort, de vulnérabilité et d'anxiété. En général, il nous rend plus susceptibles à la dépression et à l'anxiété. Plus notre consommation d'alcool est élevée, plus ces sentiments de vulnérabilité et de malaise sont intensifiés. Cependant, il est important de comprendre que se sentir malheureux, déprimé et anxieux ne signifie pas nécessairement que nous le sommes dans l'absolu. Imaginez-vous réveillant avec une gueule de bois épouvantable, après une dispute dont vous ne vous souvenez pas des détails, ayant perdu votre téléphone, vos clés, votre portefeuille ou votre argent. Peut-être vous êtes-vous embarrassé devant des proches ou vous êtes-vous réveillé dans un lieu inattendu comme un hôpital, une cellule de police ou même dans la rue. Il est facile d'imaginer des scénarios catastrophiques et vous voyez où je veux en venir. Le déséquilibre chimique dans votre cerveau, combiné à un manque de résilience mentale pour affronter ces situations, peut rendre la moindre perturbation insurmontable. Les circonstances réelles de votre vie peuvent vous sembler insupportables, vous faisant ressentir que vous avez atteint votre point le plus bas. Imaginons maintenant que vous ayez consommé exactement la même quantité d'alcool et que vous vous trouviez dans le même état physique et mental que précédemment, à la différence près que vous êtes resté chez vous. Vous vous réveillez dans votre lit malgré l'inconfort dû à des fluides corporels. Cette fois, vous étiez seul, sans avoir passé d'appel ou envoyé de message. Vos clés, votre téléphone et votre portefeuille sont là où vous les avez laissés et vous avez même pris soin de rassembler les bouteilles vides pour les jeter, évitant ainsi tout désagrément. Imaginez également que vous êtes en congé pour une semaine, sans aucune obligation sociale. Votre maison est propre et ordonnée, et soudain, vous vous rappelez ce billet de loterie non vérifié. En le consultant, vous découvrez que vous avez remporté le jackpot de 184 millions d'euros. Chacun peut envisager le meilleur scénario possible, mais l'idée est là. Même avec une gueule de bois, la découverte d'une telle fortune peut significativement élever votre humeur. Certes, le bonheur ressenti ne sera pas aussi intense que sans la gueule de bois, mais il sera nettement plus agréable que dans le scénario précédent. Ce que je souhaite mettre en lumière ici est le lien entre notre perception des problèmes dans notre vie et notre niveau de bonheur ou de malheur général. Plus nous avons l'impression d'être confrontés à de nombreux problèmes, plus notre sentiment de malheur et d'insatisfaction vis-à-vis de la vie augmente. Dans ce contexte, le processus de sevrage d'alcool peut sembler encore plus accablant. Il est important de reconnaître que chacun a ses propres sources de bonheur et de malheur, qui varient non seulement d'une personne à l'autre, mais aussi pour une même personne au fil du temps. Considérons une personne hypothétique qui ne se reconnaît pas comme ayant un problème avec l'alcool, ni comme souffrant d'alcoolisme, mais qui fait face à une variété d'autres problèmes perçus. Si nous combinons cette situation avec un cas modérément sévère de sevrage alcoolique, nous pouvons essayer de quantifier l'impact sur son bien-être à l'aide d'une échelle simplifiée. Imaginons que les facteurs contribuant à son malheur totalisent 60 points, tandis que ceux qui apportent du bonheur s'élèvent à 10 points, résultant en un solde négatif de 50 points de malheur. Si le sevrage alcoolique amplifie cette sensation de malaise par 10, son niveau de malheur pourrait théoriquement atteindre 500 points. Prenons la même personne confrontée aux mêmes défis et problèmes que précédemment, mais imaginons maintenant qu'elle a reconnu avoir un problème avec sa consommation d'alcool. Cette prise de conscience n'ajoute pas seulement à son niveau initial de 50 points de mal-être, elle amplifie considérablement son sentiment de détresse. La culpabilité liée à sa consommation, la honte de ne pas réussir à contrôler son comportement, l'anxiété face à son problème d'alcool et les préoccupations sur les démarches à entreprendre
contribue à alourdir son fardeau émotionnel. Ainsi, au lieu de partir d'un point de mal-être de 50, elle pourrait se sentir comme si elle commençait à 200 points. En ajoutant l'effet multiplicateur du sevrage de l'alcool, son niveau de détresse pourrait théoriquement s'élever à 2000 points. Ce principe ne s'applique pas uniquement aux personnes malheureuses. Même si vous vous considérez comme quelqu'un de généralement heureux, l'admission d'un problème d'alcool peut sérieusement entacher votre bonheur. Cette réalité se fait particulièrement sentir si vous vous trouvez, une fois de plus, à émerger d'une nuit arrosée avec une gueule de bois épouvantable. La prise de conscience de vos difficultés avec l'alcool ajoute une couche de mal-être à votre état, soulignant comment des problèmes spécifiques, comme la dépendance, peuvent affecter profondément votre bien-être général, indépendamment de votre disposition habituelle à la joie. Si vous n'avez pas reconnu avoir un problème d'alcool, vous pourriez vous réveiller après avoir bu et simplement continuer votre vie. Si, de manière générale, votre vie vous satisfait, cette consommation excessive peut ne pas sembler immédiatement problématique, même si elle vous rend plus susceptible au malheur. En revanche, dès l'instant où vous admettez avoir un problème d'alcool, chaque réveil après avoir bu devient plus lourd à porter. Non seulement vous faites face au sevrage et à vos problèmes habituels, mais vous devez également gérer la culpabilité d'avoir bu la veille, la peur de ne pas pouvoir arrêter, l'anxiété concernant les conséquences futures et, peut-être le plus douloureux, un profond dégoût de soi pour ne pas avoir résisté à l'envie de boire. Reconnaître un problème d'alcool, sans ensuite prendre des mesures pour y remédier, peut donc ajouter à votre détresse. Cette dynamique soulève des questions importantes qui méritent une exploration approfondie. Il ne faut pas longtemps avant que la perspective douloureuse de la gueule de bois du lendemain ne commence à assombrir votre soirée. Si chaque session de consommation d'alcool se termine par une descente abrupte dans une profonde dépression, il est naturel de commencer à redouter ces épisodes dépressifs bien avant qu'ils ne surviennent, c'est-à-dire même pendant que vous buvez. Ainsi, au lieu de profiter pleinement de l'instant et de la convivialité qu'offre l'alcool, vous vous retrouvez à anticiper anxieusement les conséquences négatives, ce qui gâche l'expérience. Ironiquement, face à cette inquiétude, beaucoup se tournent vers ce qui les réconforte sur le moment, un autre verre. Ce cycle crée une spirale descendante où l'alcool, loin d'être une source de plaisir, devient une cause de préoccupation constante. Il est important de souligner deux conséquences majeures liées à la reconnaissance d'un problème d'alcool. Premièrement, une fois que vous admettez avoir un problème, il devient moins probable que vous trouviez du plaisir à consommer de l'alcool. Cette prise de conscience altère votre expérience de la boisson car elle est teintée par la reconnaissance des impacts négatifs. Deuxièmement, paradoxalement, admettre que vous avez un problème d'alcool peut vous conduire à boire encore plus. Cette augmentation de la consommation aggrave non seulement votre état le lendemain, mais augmente également le risque de comportement que vous pourriez regretter profondément. En conséquence, cette spirale peut ajouter à vos problèmes et renforcer le cycle de la souffrance. Cela nous amène logiquement au troisième point. Plus la dépression est intense le lendemain, plus la tentation de consommer un autre verre pour atténuer cette détresse est forte. En outre, il est fréquent que les individus ne reconnaissent pas seulement leurs problèmes d'alcool à eux-mêmes, mais qu'ils partagent également cette prise de conscience avec d'autres. Dans ces situations, il est probable que des proches comptent sur eux pour s'abstenir de boire. Si ces attentes ne sont pas respectées, cela peut entraîner des sentiments de contrariété, de déception ou de colère de la part de ces derniers, exacerbant ainsi la souffrance de la personne concernée, tant pendant qu'après la consommation d'alcool. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Est-ce que je vais maintenant conseiller à tout le monde de prétendre qu'ils n'ont pas de problème d'alcool et de se noyer dans l'alcool? En fait, ce n'est pas une option. Reconnaître si l'on a un problème d'alcool relève d'une démarche personnelle et ne peut être pleinement admis que par la personne concernée. Cependant, une fois confronté à la réalité d'un tel problème, il est pratiquement impossible pour quelqu'un de se convaincre du contraire.
les dynamiques que nous avons examinées s'appliqueront, que l'on accepte cette réalité ou non. La détermination de la présence d'un problème d'alcool peut varier d'une personne à l'autre, reflétant une certaine subjectivité dans ce qui est considéré comme un comportement alcoolique. Néanmoins, une fois qu'une personne se reconnaît dans sa propre définition de l'alcoolisme, elle ne peut plus ignorer cette réalité. Bien que cette définition puisse être floue et la perception de son propre état ambivalente, l'ombre du doute ou l'acceptation d'un problème marque un point de non-retour. Ce que je tente de souligner, c'est que le biais d'effacement des émotions négatives nous amène souvent à repenser avec nostalgie à nos années de consommation d'alcool, comme si nous regardions à travers des verres teintés de rose. Toutefois, il est crucial de reconnaître que la liberté de boire sans culpabilité, que nous avons pu expérimenter dans nos jeunes années, n'est plus à notre portée. La manière dont nous consommons de l'alcool change avec le temps et ne peut simplement pas revenir à ce qu'elle était auparavant. Cette réalisation rend notre expérience de la consommation d'alcool de plus en plus pénible et rend la modération encore plus difficile à atteindre. Cela peut paraître décourageant à première vue, mais comme pour beaucoup de choses, tout est une question de perspective. Dans la vie, il est courant de se détacher de certaines activités ou possessions lorsqu'elles ne suscitent plus notre intérêt ou ne répondent plus à nos besoins. Par exemple, j'ai passé d'innombrables heures sur ma PlayStation dans le passé, emporté par le plaisir du jeu. Bien que j'en possède toujours une, mon intérêt pour les jeux vidéo a significativement diminué. Je n'arrive plus à me plonger dans cet univers comme avant. Les raisons peuvent être nombreuses. Peut-être est-ce une question de patience, d'agilité mentale ou de coordination. Cependant, je ne me lamente pas sur cette perte d'intérêt. Je consacre désormais mon temps libre à d'autres passions, telles que la lecture, la course à pied ou passer du temps avec mes fils. De même, ma femme et moi avons vécu dans une charmante maison de 2 chambres au début de notre mariage. Avec l'arrivée de nos fils, nous avons emménagé dans une maison plus grande. J'ai de bons souvenirs de notre première maison, mais je n'envisagerais pas d'y retourner. Elle ne correspond plus à nos besoins actuels. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous avez cessé de consommer de l'alcool, il est crucial de ne pas se leurrer en pensant qu'il est possible de revenir à votre vie d'avant. Comme on dit, le vin, une fois devenu vinaigre, ne redeviendra jamais vin. De la même manière, une fois que vous avez pris conscience des conséquences négatives de votre consommation d'alcool, il est impossible de les ignorer. Cela est vrai pour de nombreux aspects de la vie. Une fois qu'un changement significatif a eu lieu, il n'y a pas de retour en arrière. Toutefois, cela ne devrait pas être une source de tristesse. Au contraire, tout changement positif devrait être vu comme une opportunité à saisir et à célébrer. Nous approfondirons ce sujet dans les prochains chapitres. Pour l'instant, abordons la théorie selon laquelle l'alcoolisme est une maladie, suggérant que les personnes alcooliques ont une constitution physique ou chimique qui les distingue des non-alcooliques. Chapitre 24. La théorie de la maladie de l'alcoolisme. La théorie de la maladie liée à l'alcoolisme postule que les personnes alcooliques possèdent une prédisposition génétique qui les distingue des non-alcooliques. Selon cette perspective, l'alcool engendre une dépendance significative chez les alcooliques, une dépendance qui n'est pas observée chez les individus sans cette prédisposition. Cette théorie a gagné de nombreux partisans et offre une explication convaincante de pourquoi l'alcool peut être anodin pour certains, tandis que pour d'autres, il représente une lutte constante contre la dépendance. Cela aide également à comprendre pourquoi certaines personnes semblent issues de familles avec une longue histoire d'alcoolisme. Plus crucial encore, cette théorie éclaire la raison pour laquelle un alcoolique en rémission ne peut jamais consommer d'alcool à nouveau sans risque. Même après avoir arrêté de boire pendant des années, voire des décennies, et malgré l'absence d'alcool dans leur système et la fin du sevrage physique, ils ne peuvent pas reprendre la consommation d'alcool normalement.
Théoriquement, il pourrait espérer boire de manière modérée et contrôlée, comme s'il n'avait jamais eu de problème auparavant. Pourtant, la réalité montre qu'ils retombent souvent rapidement dans leurs anciens schémas de consommation excessive. Le Gros Livre, texte fondateur des Alcooliques Anonymes, raconte l'histoire d'un jeune homme d'affaires prometteur qui a reconnu que son alcoolisme nuisait à sa carrière. Il a donc décidé d'arrêter de boire en se promettant de reprendre à sa retraite. Lorsqu'il a mis son plan à exécution, il est tragiquement décédé d'alcoolisme chronique seulement 3 mois plus tard. Cette histoire souligne les preuves soutenant la théorie de la maladie de l'alcoolisme, illustrant la difficulté de reprendre une consommation d'alcool normale après une période d'abstinence pour les personnes ayant un passé d'alcoolisme. Il est fondamental de reconnaître que l'alcoolisme est caractérisé comme une maladie qui se manifeste progressivement. Cette perspective est l'un des rares points sur l'alcoolisme faisant l'objet d'un consensus général et qui est corroboré par les observations concrètes. Selon les études scientifiques, le développement de l'alcoolisme nécessite une période allant de 2 à 20 ans, avec une durée moyenne estimée à environ 13 ou 14 ans. Cette évolution graduelle s'explique par le temps requis pour que les déclencheurs psychologiques s'implantent fermement dans le subconscient de l'individu. Devenir dépendant de l'alcool dès la première consommation est donc impossible. Il faut plusieurs années de consommation pour que l'alcoolisme se développe pleinement. L'idée que l'alcoolisme ne se développe pas immédiatement chez les personnes ayant une prédisposition génétique soulève des questions importantes concernant la théorie de la maladie. Si la dépendance à l'alcool était uniquement due à des facteurs génétiques, pourquoi n'apparaît-elle pas dès les premières consommations ? Il est intriguant de constater que des individus peuvent maintenir une consommation d'alcool normale pendant plusieurs années avant que la dépendance ne s'installe. Comparons cela avec des substances reconnues pour leur forte capacité addictive, comme l'héroïne. Il paraît peu probable qu'une personne puisse utiliser de l'héroïne régulièrement et quotidiennement pendant des années sans devenir dépendante. Si tel était le cas, cela remettrait en question la nature addictive de l'héroïne ou indiquerait une exception génétique chez l'individu. De même, l'idée qu'un alcoolique génétique prédestiné à la dépendance puisse consommer de l'alcool sans développer immédiatement une addiction semble contredire la simplicité de la théorie de la maladie. Comment est-il possible que certains consomment de l'alcool pendant des décennies sans devenir dépendants si leur génétique les y prédispose ? Cette observation suggère que la réalité de l'alcoolisme est peut-être plus complexe et nuancée que ce que la théorie de la maladie implique initialement. En réalité, les divers éléments souvent cités en faveur de la théorie de la maladie de l'alcoolisme peuvent être interprétés d'une manière différente. Ce livre détaille le processus par lequel l'alcoolisme se développe, soulignant qu'il est essentiellement le résultat d'une consommation prolongée d'alcool, de ses impacts physiques sur le corps, des déclencheurs subconscients et de l'état de manque psychologique. Cela explique pourquoi l'alcool ne suscite qu'un intérêt modéré chez certaines personnes, tandis que d'autres développent les symptômes classiques de la dépendance. L'observation selon laquelle de nombreux alcooliques proviennent de familles avec un historique d'alcoolisme et ou de consommation excessive peut également être expliquée sans nécessairement invoquer la théorie de la maladie. Être élevé dans un environnement où la consommation d'alcool excessive est considérée comme normale et où l'accès à l'alcool est facile augmente la probabilité d'adopter soi-même de tels comportements. De plus, si des générations précédentes de votre famille ont été influencées par des facteurs les conduisant à l'alcoolisme, il est possible que ces mêmes influences jouent un rôle dans votre propre rapport à l'alcool. Cette perspective met l'accent sur l'importance de l'environnement et des normes culturelles dans le développement de l'alcoolisme, plutôt que sur une prédisposition génétique inéluctable. Enfin, il est crucial d'aborder le cas des ex-alcooliques qui, après avoir arrêté de boire pendant de nombreuses années, voire des décennies, se retrouvent incapables de consommer de l'alcool de manière modérée. Comme nous l'avons établi, l'alcoolisme peut être considéré comme un état mental dans lequel l'individu
face à diverses formes de stress physique ou mental, que ce soit la faim, la gueule de bois, la culpabilité, les désagréments physiques liés à l'alcool, les tensions quotidiennes ou même l'envie d'alcool après avoir décidé d'arrêter, est poussée par un désir irrépressible de boire. Cette réaction est le résultat d'années durant lesquelles la consommation d'alcool a été perçue comme un moyen de soulager ce stress. Ainsi se forme une spirale de manque, alimentée par l'association mentale entre l'alcool et le soulagement du stress, soulignant la complexité de l'état de dépendance. Explorons de plus près le cas d'une personne qui, après avoir cessé de boire pendant de nombreuses années, envisage de reprendre la consommation d'alcool en partant du principe qu'elle peut désormais le faire de manière normale. Imaginons qu'elle ait été alcoolique, éprouvant cette réaction mentale automatique face à n'importe quelle forme de stress physique ou mental. Admettons qu'elle ait réussi à ne plus toucher à l'alcool pendant, disons, 20 ans. Cependant, elle envisage maintenant de boire à nouveau, convaincue qu'après une telle période d'abstinence, elle est guérie de son alcoolisme et capable de consommer de l'alcool de façon modérée. Un principe fondamental à comprendre est que les leçons apprises par l'expérience ne sont jamais complètement oubliées. Dans le cas de l'alcoolisme, le subconscient apprend qu'une manière de contrer les effets indésirables de l'alcool, qu'il s'agisse de symptômes légers comme une légère aggravation physique ou de conséquences plus sévères telles que les gueules de bois persistantes et la dépression liée à une consommation excessive sur le long terme, est de consommer encore plus d'alcool. Cette compréhension persiste même après des années d'abstinence. Par conséquent, la consommation d'une seule boisson peut raviver automatiquement le désir d'en consommer davantage, une dynamique qui demeure pour le reste de la vie de l'individu concerné. Les alcooliques possèdent une connaissance aiguë, à la fois consciente et subconsciente, des effets de l'alcool et de la façon dont ces effets peuvent être temporairement atténués par une consommation supplémentaire, une compréhension qui manque chez les non-alcooliques. Ainsi, quand un alcoolique ressent les désagréments liés à l'élimination de l'alcool de son système, ses anciennes habitudes de pensée ressurgissent rapidement, le ramenant à son point de départ. Cette connaissance que boire une autre boisson peut pallier les conséquences de la dernière, que ce soit pour surmonter une gueule de bois ou alléger une anxiété légère, ne s'efface pas avec le temps, pas après 1 an, 10 ans, ni même 1 siècle. Considérons donc le cas de notre personne alcoolique qui, après une période d'abstinence, décide de consommer à nouveau de l'alcool. Elle prend un verre, mais les anciens mécanismes psychologiques, les déclencheurs profondément ancrés, sont toujours présents. Que se passe-t-il alors? Il existe principalement 2 issues possibles. Soit elle retombe rapidement dans ses anciens schémas de consommation excessive, soit elle parvient à résister à l'envie d'un second verre. Cependant, même dans ce dernier cas, la victoire est souvent de courte durée. Malgré la résistance initiale, la logique interne qui a motivé la prise du premier verre, l'espoir de pouvoir consommer de l'alcool normalement, reste inchangée. Ainsi, si elle parvient à se limiter à ce seul verre aujourd'hui, elle pourrait bien se convaincre dans quelques jours, semaines ou à un autre moment qu'étant donné qu'elle n'a pas cédé à une consommation excessive la dernière fois, elle est désormais capable de contrôler sa consommation. Cette pensée peut l'amener à croire qu'elle est guérie, se basant sur le raisonnement fallacieux que sa capacité à s'arrêter après un seul verre prouve qu'elle peut gérer sa consommation d'alcool. Même dans les cas où l'individu ne consomme qu'1 ou 2 verres, cette modération apparente ne fait qu'augmenter la probabilité qu'il cède à nouveau à l'envie de boire la prochaine fois. La résistance n'engendre souvent qu'un faux sentiment de sécurité, préparant le terrain pour de futures chutes. Les mécanismes psychologiques de déclenchement, une fois établis, ne disparaissent pas avec le temps. Ainsi, indépendamment de la durée pendant laquelle il a réussi à rester abstinent, il est inévitable qu'il retombe dans les mêmes schémas de consommation qu'avant son arrêt. Son esprit a gravé profondément, au fil des années et par répétition constante, que consommer un verre apaise le mal-être. Cette leçon est indélébile.
Contrairement à une personne qui n'a jamais abusé de l'alcool, pour qui l'idée qu'un verre supplémentaire puisse soulager une sensation désagréable n'est pas une conclusion automatique du subconscient, l'alcoolique porte en lui cette connaissance. Elle demeure en mémoire, prête à se manifester après 20, 30 ou même 40 ans d'abstinence, réactivant le désir d'alcool dès la consommation d'un nouveau verre. Envisageons l'alcoolisme comme un voyage sur une route. Lorsque nous arrêtons de boire pendant une longue période, ce n'est pas comme si nous repartions de zéro. C'est plutôt comme si nous faisions une pause sur le bord de cette route. Si nous décidons de reprendre la consommation d'alcool, nous reprenons notre voyage non pas du début, mais de là où nous nous étions arrêtés. Une autre manière de voir les choses serait de dire que, même si nous repartons du début, notre progression le long de cette route sera beaucoup plus rapide cette fois, car nous sommes déjà familiers avec de nombreux segments du parcours. Ce qui aurait pu nous prendre des décennies lors de notre premier voyage peut maintenant être traversé en quelques jours. Les alcooliques anonymes sont parmi les partisans les plus influents de la théorie de la maladie de l'alcoolisme. Étant une organisation reconnue mondialement dans le domaine de l'alcoolisme, il est pertinent d'examiner en détail cette entité ainsi que ses méthodes pour aider les individus à arrêter de boire. Chapitre 25. Les alcooliques anonymes. AA est la principale organisation pour le rétablissement des alcooliques. Il s'agit d'un programme en 12 étapes, les étapes étant 1. Nous avons admis que nous étions impuissants face à l'alcool et que nos vies étaient devenues ingérables. 2. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. 3. Nous avons pris la décision de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tel que nous le concevions. 4. Nous avons procédé à un inventaire moral rigoureux de nous-mêmes. 5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. 6. Nous sommes entièrement disposés à laisser Dieu éliminer tous ses défauts de caractère. 7. Nous avons humblement demandé à Dieu de retirer nos déficiences. 8. Nous avons fait une liste de toutes les personnes que nous avons blessées et nous sommes prêts à réparer nos torts envers elles. 9. Autant que possible, sans leur causer de tort ou en causer à d'autres, nous avons pris l'initiative de réparer directement les dommages causés à ces personnes. 10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et, dès que nous avons reconnu nos erreurs, nous les avons immédiatement admises. 11. Nous avons cherché, à travers la prière et la méditation, à développer notre relation consciente avec Dieu, telle que nous le concevons, demandant seulement de connaître sa volonté pour nous et la force de l'exécuter. 12. Ayant connu un éveil spirituel grâce à ces étapes, nous avons essayé de porter ce message aux alcooliques et d'appliquer ces principes dans tous les aspects de notre vie. Le programme d'Alcooliques Anonymes, AA, repose sur le principe de reconnaissance d'un problème d'alcoolisme, suivi de la recherche d'aide spirituelle et de la rectification des torts causés. Cette description simplifiée encapsule l'essence des 12 étapes du programme, qui sont en réalité plus nuancées et impliquent un engagement profond envers le développement personnel et spirituel. L'efficacité du programme suscite un large débat, en partie parce que les principes d'anonymat rendent difficile la compilation de statistiques précises sur les taux de réussite. Malgré l'absence de données officielles, de nombreux témoignages individuels attestent de l'efficacité du programme, tant sur le court que sur le long terme, pour ceux qui s'y engagent pleinement. L'une des clés de l'efficacité du programme Alcooliques Anonymes, pour certaines personnes, réside dans le principe de se remettre entièrement à une puissance supérieure, souvent conceptualisée comme Dieu. Cette démarche revient à dire « Je te confie ma vie qui est devenue ingérable par moi-même. Guide-moi vers le chemin de la guérison. »
Cette approche est particulièrement efficace pour briser la spirale de l'envie et du manque, éléments centraux de la dépendance, en offrant un moyen de se libérer de ces cycles destructeurs. Lorsque l'envie surgit, le fait de se remettre à une puissance supérieure permet de rompre avec ces schémas, offrant un soulagement immédiat et dissipant l'envie. La spirale du manque, bien qu'elle soit une expérience principalement mentale, souvent exacerbée par le stress ou l'anxiété, peut être puissante et déroutante. Cette difficulté est un obstacle majeur pour ceux qui tentent d'arrêter de consommer des substances ou même de suivre un régime. En confiant tout à Dieu et en le faisant de manière sincère et engagée, il est possible de mettre un terme à cette spirale, facilitant ainsi un processus de guérison véritable. Imaginons une personne prise dans une intense spirale d'envie de boire, sur le point de succomber. À ce moment critique, elle décide de tout remettre entre les mains de Dieu. Cela signifie arrêter de fixer son esprit sur l'envie de boire, de fantasmer sur le goût de l'alcool et la sensation qu'il procurerait, d'arrêter de se lamenter sur son propre malheur ou de croire qu'elle ne pourra jamais retrouver le bonheur sans l'alcool, en se sentant privée et malheureuse. En écartant délibérément ses pensées, elle constate avec surprise que l'envie disparaît. Ce processus de redirection de la pensée, en se confiant à une force supérieure, peut offrir une issue puissante au moment où l'envie semble insurmontable. Le même principe de se remettre à une puissance supérieure se retrouve chez les guérisseurs religieux qui affirment pouvoir soigner la dépendance. Pour les membres des alcooliques anonymes, réussir à se remettre ainsi, ne serait-ce qu'une fois, peut considérablement renforcer leur confiance. Cette croyance s'intensifie à chaque fois qu'ils placent leur confiance dans une puissance supérieure, rendant le processus de plus en plus simple et efficace. De plus, le fait de cesser de consommer des substances nocives pour le corps conduit naturellement à une amélioration de la santé physique qui, à son tour, augmente le sentiment de confiance et de bonheur lié au bien-être physique. Cette expérience transformatrice conduit souvent les membres d'AA à attribuer leur nouvelle force intérieure et leur joie, ainsi que leur rétablissement physique, à l'intervention divine d'une puissance supérieure. Cette combinaison de rétablissement de la santé physique et de résilience mentale, résultant de la conquête d'un défi autrefois jugé insurmontable, renforce la conviction d'un changement miraculeux au sein de l'individu, crédité à l'influence d'une puissance supérieure sur l'âme. Cette méthode est efficace tant qu'elle fonctionne. Cependant, en se fondant sur une croyance qui peut être perçue comme erronée, elle est susceptible de rencontrer des échecs. Chacun, qu'il soit buveur, non-buveur ou ancien buveur, traverse des moments difficiles. Dans ces périodes, un membre des AA peut se sentir délaissé par Dieu ou penser que quelque chose ne va pas, risquant ainsi de voir son édifice de rétablissement s'effondrer tel un château de cartes. Toutefois, les AA ne se résument pas uniquement à cet aspect spirituel. Le programme offre aussi un réseau de soutien composé de personnes à qui se confier. La participation à des réunions et le partage d'expériences avec d'autres individus confrontés aux mêmes défis apportent un soutien crucial dans les moments difficiles. Entre ce réseau de soutien, les réunions et les stratégies mentales développées pour briser le cycle de la dépendance, les alcooliques anonymes offrent une méthode solide pour surmonter l'alcoolisme. Le principal enjeu des alcooliques anonymes repose sur deux aspects. D'abord, l'efficacité du programme repose largement sur la foi en son processus. Comme mentionné précédemment, l'émergence du doute peut menacer toute la structure de rétablissement. L'installation du doute interrompt le processus de rupture avec le cycle de l'envie. Si, en plein cœur d'une spirale d'envie, nous tentons de nous en remettre à Dieu tout en nourrissant des incertitudes sur l'efficacité de notre démarche, notre esprit ne se libère pas totalement. Une part de nous continue de se questionner sur la persistance de l'envie et sur notre désir de boire, alimentant ainsi la continuation de cette spirale. Ainsi,
Bien que le système puisse être efficace tant qu'il opère sans accroc, il demeure fragile et sujet à l'effondrement sous le poids du doute. De même, si son utilisation réussie renforce son efficacité à chaque fois, l'infiltration du doute rend sa réutilisation de plus en plus ardue. Si nous anticipons son échec, ou même si nous en soupçonnons la possibilité, nous revenons à penser à l'alcool, nous interrogeant sur notre désir de boire, ce qui ne fait que perpétuer le cycle de l'envie. En second lieu, les alcooliques anonymes adoptent la perspective de l'alcoolisme comme maladie, ce qui fournit un argument convaincant pour cesser de boire. Si vous êtes alcoolique, cela signifie que vous êtes différent des non-alcooliques et que vous ne pouvez pas vous permettre de consommer de l'alcool, pas même en petite quantité. Selon cette théorie, un seul verre pourrait immédiatement vous replonger dans l'alcoolisme. En réalité, comme mentionné précédemment, les individus en rétablissement de l'alcoolisme ne peuvent pas se permettre de consommer à nouveau de l'alcool, non pas parce qu'ils sont génétiquement différents des personnes non alcooliques, mais plutôt parce que leur psyché, à la fois leur subconscient et leur conscience, a intégré que les effets négatifs de l'alcool peuvent être temporairement apaisés par une consommation supplémentaire. Cette leçon, une fois apprise, n'est jamais oubliée. Ainsi, si ces individus consomment de nouveau de l'alcool, leur cerveau réactivera automatiquement le cycle du désir pour plus d'alcool. Dès que l'effet de l'alcool se dissipe, le besoin impérieux ou état de manque se manifestera de nouveau. Bien que la théorie de l'alcoolisme comme maladie soit utile, car elle fournit une justification solide pour éviter toute consommation d'alcool, elle présente également un inconvénient majeur et dangereux. Elle renforce l'idée erronée qu'une personne non prédisposée génétiquement à l'alcoolisme peut boire sans risque, croyant qu'elle ne développera jamais de problème. Cette croyance contribue à la transformation de nombreuses personnes en alcooliques. En promouvant la conception de l'alcoolisme comme une maladie, les alcooliques anonymes peuvent certes aider certains individus à surmonter leur addiction, que ce soit temporairement ou de manière permanente, mais ils risquent aussi d'inciter davantage de personnes à adopter des comportements qui les mèneront à l'alcoolisme. Dès les premières étapes de la consommation, l'absence de symptômes d'alcoolisme et la non-crainte de devenir alcoolique éliminent toute raison de modérer sa consommation ou de faire preuve de prudence. Cela nous donne une fausse liberté de boire de manière irresponsable. Or, en agissant ainsi, nous précipitons notre propre descente vers l'alcoolisme. C'est cette perception qu'il est crucial de changer dans la société. Pour véritablement progresser dans la lutte contre l'alcoolisme, il est nécessaire de reconnaître que quiconque consomme de l'alcool de manière excessive ou irresponsable court le risque de devenir alcoolique à terme. Personne n'est immunisé. Chapitre 26. Un seul verre. L'une des raisons pour lesquelles les AA prônent la théorie de la maladie alcoolique est qu'elle fournit une raison d'arrêter totalement de boire. Aucun verre ne doit être toléré, pas même un seul. Si l'alcoolique n'applique pas cette règle, il se retrouvera exactement là où il était avant d'arrêter. Le principe du refus du premier verre est au cœur du programme. L'essentiel est de résister à une seule tentation, celle du premier verre. En effet, sans premier verre, il n'y aura pas de second et ainsi, vous aurez cessé de boire. Bien que cela puisse paraître évident, la logique sous-jacente est complexe et mérite une exploration approfondie. Beaucoup de grands buveurs ou d'alcooliques passent de nombreuses années à essayer de boire la bonne quantité. Beaucoup ont un nombre magique, disons 4 verres, qui leur permettrait de se relaxer et de se sentir bien, mais n'auront pas les effets secondaires nuisibles comme l'inconscience, la violence, les disputes, la perte d'emploi, la rupture des relations personnelles, etc. En effet, c'est un système qui est souvent soutenu et défendu par leurs amis et parents. Lorsque les premiers signes de problèmes liés à l'alcool émergent, il est courant de conseiller aux buveurs de tenter de modérer sa consommation plutôt que de viser l'abstinence totale.
Il s'efforce alors de trouver un équilibre, tentant de consommer avec modération. À première vue, cette approche peut paraître rationnelle. Toutefois, une fois que nous prenons connaissance des véritables effets de l'alcool, il devient évident que cette stratégie est vouée à l'échec. Premièrement, et cela va de soi, l'alcool ne demeure pas indéfiniment dans notre organisme. Il est éliminé. Si nous pensons qu'un, 2, 4 verres ou toute autre quantité nous rendent plus agréables, il faut aussi admettre que lorsque l'alcool de ces doses idéales sera dissipé, nous aurons besoin d'en consommer davantage pour maintenir cet état. Par conséquent, même en surface, l'idée de limiter notre consommation se révèle extrêmement complexe. Nous serions constamment obligés de calculer le moment précis pour consommer un nouveau verre afin de garder un niveau constant d'alcool dans le sang. Cependant, si nous tenons compte des faits réels au sujet de l'alcool, nous pouvons constater que le système est encore plus imparfait. Avant tout, il est important de se souvenir que notre corps compense les effets apaisants de l'alcool. Ainsi, quand l'effet des boissons diminue, nous devenons irritables, agités et malheureux, à moins de consommer davantage d'alcool. Considérant également que l'effet d'ivresse et la sensation de détente ne se développent pas au même rythme, et que le sentiment de mal-être surgit plus rapidement que le retour à la sobriété, il est évident que ce cycle est insoutenable. Si 4 verres nous procurent un bien-être mental optimal, celui-ci s'atténuera avant que nous devenions sobres, de sorte que nous aurons besoin d'autres verres pour le maintenir, mais ces verres supplémentaires, ainsi que les effets des verres précédents, nous rendront complètement ivres. En fait, c'est exactement ce qui se produit. Le fait est que la grande majorité des buveurs n'exercent un véritable choix que lors de leur première consommation. Si vous ne pouvez pas résister au premier verre, vous n'avez aucun espoir de résister au verre suivant. Si vous avez pris la décision que X, Y et Z se sont produits dans votre vie et que vous avez besoin d'un verre, alors, après un verre, non seulement vous avez encore X, Y et Z, mais aussi les problèmes supplémentaires du retrait physique de l'alcool et de l'envie d'un autre verre. Si vous ne pouvez pas résister à un verre après X, Y et Z, comment pouvez-vous vous attendre à résister à un verre si vous avez X, Y, Z plus le retrait physique supplémentaire et l'état de manque associé? L'autre problème, bien sûr, c'est que le fait de prendre un verre fait tomber tous les obstacles que nous avons pu ériger contre la consommation d'alcool. Il en va de même pour le tabagisme ou toute autre dépendance à la drogue, ou même pour la rupture d'un régime alimentaire. Le chemin vers la sobriété pour un alcoolique chronique, qui ne saisit pas pleinement les effets de l'alcool, est une lutte immense. Il fait face à d'intenses souffrances physiques et psychologiques que l'alcool pourrait temporairement apaiser. Il devra aussi faire face aux éléments déclencheurs mentaux constants et aux envies qui y sont associées. La seule manière pour eux de résister à l'alcool dans de telles circonstances est de développer une fortification mentale, un ensemble de défenses pour se protéger face à la tentation. Cela peut prendre plusieurs formes. Elle est habituellement négative, en se concentrant sur les effets néfastes de leur consommation d'alcool, mais elle peut aussi être positive, en attendant avec impatience l'amélioration graduelle de leur vie, en laissant derrière eux leurs années de consommation et les effets de la consommation d'alcool, ou un mélange des deux. L'efficacité de ces défenses repose sur leur capacité à dissuader de consommer un verre. La solidité de cette barrière détermine leur succès dans l'abstinence. Cependant, dès l'instant où ils cèdent à la tentation, ce rempart s'effondre. Leur bouclier contre l'alcool est alors brisé, anéanti. Logiquement, si nous sommes capables de construire un mur assez solide contre la consommation de n'importe quelle boisson, alors nous devrions être capables de construire un mur qui nous protégera de la plupart des boissons, mais pas de toutes, cette deuxième tâche ayant l'air plus facile. Après tout, il peut sembler plus facile de concevoir une prison empêchant 90% des personnes incarcérées de s'évader plutôt qu'une prison à l'épreuve de toutes les évasions, ne laissant personne s'échapper. Cependant, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si c'était le cas,
N'importe quelle personne capable d'arrêter de boire pendant une courte période serait également capable de contrôler sa consommation. Le fait est que si nous ne pouvons pas résister à la boisson numéro 1, nous ne pourrons pas résister à la boisson numéro 2 ou 3 ou 4, etc. Soit nous résistons à un verre, soit pas. Et si nous ne pouvons pas, nous retournons à la case départ. Souvent, lorsque nous essayons d'arrêter de boire, le mur n'est tout simplement pas assez solide pour résister à la tentation. C'est ici qu'on cède à l'envie. Cependant, même si le mur est assez solide au départ, les effets dont il est question dans le chapitre sur le FAB signifient qu'il s'affaiblit avec le temps à mesure que s'estompe notre mémoire des mauvais côtés de la vie lorsque nous buvions. Par ailleurs, certaines personnes contribuent à l'effondrement de leur propre défense en croyant à tort avoir atteint un niveau de contrôle suffisant sur leur consommation d'alcool après une période d'abstinence. Un proverbe anglais dit que vous êtes aussi bien pendu pour un mouton que pour un agneau. À l'époque, le vol était punissable par pendaison. Ce que ce proverbe signifie réellement, c'est que si vous êtes pris, vous serez pendu de toute façon. Donc, vous pouvez aussi bien voler le plus gros mouton que le plus petit agneau. Il y a un dicton semblable en Iran qui dit que si vous vous noyez, peu importe que vous soyez à quelques centimètres sous l'eau ou à plusieurs brasses, ce qui compte vraiment, c'est que lorsque nous franchissons une ligne, nous la franchissons. Dans toute forme de toxicomanie, il n'y a pas de foyer de transition. On consomme de la drogue ou pas. Si nous en consommons, c'est que nous n'avons pas arrêté. Une fois, j'ai arrêté de boire pendant 4 mois, puis j'ai recommencé. Quand j'ai bu mon premier verre, 2 choses se sont produites. Ce petit nuage qui planait au-dessus de moi depuis 4 mois, qu'il manquait quelque chose dans ma vie car j'avais arrêté de boire, a disparu. Deuxièmement, les effets physiques de l'alcool se sont fait sentir. Les dépresseurs m'ont rendu plus détendu. Le nuage avait finalement disparu. Cependant, pour contrer ce phénomène, il y avait un plus grand nuage causé par le fait que j'avais recommencé à boire, et bien que j'espérais pouvoir le contrôler cette fois-ci, je savais, ou du moins je supposais, et je redoutais que ce ne soit pas le cas. Mon corps a ensuite neutralisé l'alcool en libérant des stimulants, et au fur et à mesure que l'alcool se dissipait, je me sentais légèrement vide et anxieux, et je savais, consciemment ou pas, grâce aux milliers d'autres boissons que j'avais prises au fil des ans, qu'un autre verre ferait disparaître ce sentiment d'insécurité et me donnerait un sentiment de satisfaction, de sécurité et de relaxation. J'ai donc bu quelques verres, mais j'espérais encore que, cette fois-ci, je pourrais contrôler les choses, alors je me suis arrêté après quelques-uns et je suis rentré chez moi. L'alcool s'est dissipé, laissant l'excès de stimulants, ce qui m'a laissé un sentiment de vide et de vulnérabilité. Je n'ai pas bien dormi et, le lendemain, je me sentais bien en dessous de mes capacités, pas tellement à cause de la gueule de bois physique, car je n'avais pas beaucoup bu, mais à cause du manque de sommeil et des stimulants qui restaient dans mon corps. À ce moment-là, j'ai su, grâce à des expériences antérieures pendant de nombreuses années, qu'un verre m'enlèverait ce sentiment désagréable. Cette certitude était à la fois consciente et subconsciente. Quand on le sait, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas juste l'oublier. Le fait est qu'un seul verre est fatal et qu'il n'y a pas de retour à une consommation normale. Cela n'est pas dû au fait que l'alcoolique est génétiquement différent du non-alcoolique, mais parce qu'il ou elle se souviendra toujours que les effets néfastes de la consommation d'alcool peuvent être soulagés par une consommation accrue. Jusqu'à présent, nous avons examiné en détail la question de l'alcool et ce qui se passe lorsque des êtres humains en boivent. Examinons maintenant la situation de l'autre côté et examinons ce qui se produit lorsqu'ils ne le font pas. Plus précisément, ce qui se produit lorsqu'un buveur de longue date s'arrête et pourquoi il peut être si difficile pour lui d'arrêter, et quand je dis arrêter, je veux dire arrêter absolument et pour toujours, plutôt que faire une pause pendant un certain temps seulement. Chapitre 27. Arrête d'un coup l'aspect physique.
Quand je parle d'arrêter d'un coup, je parle d'arrêter sans comprendre le fonctionnement réel de l'alcool, c'est-à-dire sans avoir écouté ce livre. Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur les raisons pour lesquelles il est si difficile de s'arrêter dans ces circonstances, et nous pourrons ensuite, dans le chapitre suivant, examiner comment nous pouvons éviter les difficultés et rendre l'arrêt aussi facile que possible. La meilleure façon de comprendre l'étendue des défis liés à l'arrêt de l'alcool est d'examiner le cas d'un alcoolique chronique qui représente le scénario le plus difficile. Ainsi, toute personne envisageant d'arrêter peut se préparer au pire cas envisageable. Si quelqu'un n'est pas aussi dépendant, il peut s'attendre à rencontrer moins d'obstacles. Parlons d'abord de l'aspect physique. Cette fois, notre alcoolique imaginaire peut être une femme. Lorsqu'elle cesse de boire, l'alcool commence rapidement à disparaître de son système, laissant derrière lui hypersensibilité, stimulant et dépression. De plus, à mesure que l'effet anesthésiant de l'alcool s'estompe, la véritable sensation de délabrement physique se fait sentir, y compris les nausées et les maladies causées par la consommation précédente. 5 heures après avoir bu le dernier verre, c'est le pic. Les stimulants sont tels qu'elle est complètement incapable de dormir et qu'elle a l'esprit si agité qu'elle est incapable de se concentrer sur quoi que ce soit assez longtemps pour ne pas penser à sa souffrance. Si elle essaie de regarder un film ou de lire un livre, elle sera incapable de se concentrer dessus. Les stimulants et les nausées l'empêchent également de manger ou de boire quoi que ce soit, et dans ce contexte, je veux dire une boisson non alcoolisée. C'est une période très désagréable, mais heureusement, elle ne dure que 24 heures. Après 24 heures, l'ex-buveuse est encore dans un mauvais état et plutôt tremblante, mais elle commence à pouvoir manger et boire, boisson non alcoolisée bien sûr. En effet, elle retrouve son appétit et elle commence à avoir soif à nouveau. Cependant, les stimulants résiduels subsistent, de sorte qu'elle mange beaucoup moins qu'auparavant et qu'elle a une impression de satiété exagérée par rapport à la normale. Elle commence aussi à se sentir fatiguée et sera capable, cette nuit-là, de dormir un peu. Cependant, le sommeil de cette nuit, sa deuxième après avoir cessé de boire, sera extrêmement perturbé et agité, et elle se retrouvera probablement en proie à des rêves si vifs qu'ils ressembleront à des hallucinations. Cependant, contrairement à la première nuit, elle trouvera au moins un peu de sommeil. Une chose qui peut se produire au cours des 6 à 48 premières heures suivant la consommation d'alcool est ce qu'on appelle les crises induites par l'alcool. Beaucoup de gens les connaissent et ceux qui les connaissent vous diront qu'elles sont causées par l'arrêt de la consommation d'alcool, qu'elles peuvent être mortelles, et que la conclusion est donc que, pour les alcooliques chroniques de longue date, arrêter soudainement de boire peut être fatal. Cependant, une fois de plus, les études scientifiques démontrent que ces faits perçus ont peu de fondement dans la réalité. Ces crises sont essentiellement des crises d'épilepsie. L'épilepsie est 3 fois plus répandue chez les personnes dépendantes à l'alcool que dans l'ensemble de la population. Cependant, la prévalence de l'alcoolisme chez les personnes épileptiques est pratiquement la même que dans l'ensemble de la population. La conclusion est que l'alcoolisme provoque l'épilepsie ou, à tout le moins, qu'il en augmente la gravité, de sorte que les épileptiques souffrent de symptômes beaucoup plus prononcés lorsqu'ils boivent. En effet, l'alcoolisme peut faire la différence entre avoir une crise ou pas. Les facteurs qui augmentent les risques d'épilepsie sont la fatigue, la malnutrition, le manque de sommeil ou de repos, l'hypertension, le stress, le diabète et les déséquilibres glycémiques. Ce sont tous des symptômes d'une consommation excessive d'alcool à long terme. Quant à la mortalité directement attribuée à ces crises, il n'y a pas de cas documenté où une crise seule ait été la cause directe du décès. Il faut comprendre que d'autres complications médicales sont souvent en jeu. Il est crucial de souligner que l'état de santé d'un alcoolique chronique peut être gravement compromis. Nombreux sont ceux qui cessent de boire après avoir atteint un point critique de détérioration physique,
où leur organisme est déjà fortement endommagé par l'abus d'alcool. Ceci dit, de nombreux éléments prouvent que l'arrêt soudain de la consommation d'alcool peut être fatal, bien que la mort soit habituellement causée par le délirium tremens. Le délirium tremens est différent des rêves et des hallucinations mentionnés ci-dessus. Il est beaucoup plus grave, mais a tendance à ne se produire que chez les alcooliques de longue date. Les plus lourds, touchant généralement ceux qui sont alcooliques depuis plus de 10 ans. On estime que seulement 5% des alcooliques souffriront de délirium tremens. Cependant, malgré sa rareté, ce symptôme est loin d'être négligeable. Si, après avoir lu ce livre, vous décidez d'arrêter de boire, vous devriez consulter un médecin avant de le faire. Votre médecin sera en mesure de vous indiquer si vous devez faire l'objet d'une surveillance. Supposons cependant que notre alcoolique imaginaire ne souffre pas de délirium tremens ou de crise. Ce qu'elle découvrira, c'est qu'elle se sentira de mieux en mieux au fur et à mesure que les jours avanceront et que son sommeil s'améliorera progressivement. Elle sera fatiguée pendant la journée, principalement à cause du manque de sommeil, mais à mesure que son sommeil s'améliorera, sa fatigue diminuera. Il se peut qu'elle se réveille en sueur durant la nuit, ce qui est un excellent signe. Le corps transpire pour de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant de se débarrasser des toxines. Les sueurs nocturnes sont une façon pour le corps de se débarrasser non seulement de l'alcool et des toxines associées, mais aussi des autres stimulants libérés pour combattre les effets dépressifs de l'alcool. Au 4e ou 5e jour, elle sera pratiquement revenue à la normale physiquement, ce qui signifie que le véritable retrait physique, en particulier les stimulants et l'hypersensibilité, aura complètement disparu. L'alcool aura quitté son organisme, tout comme les séquelles chimiques. Elle ne sera toujours pas physiquement à 100% par rapport à celle qui n'a jamais bu, car il lui faudra du temps pour rattraper son retard de sommeil et ses pertes de nutriments. Cependant, si elle dort bien, elle aura rattrapé 90% des pertes de sommeil au 14e jour. La perte d'éléments nutritifs prend un peu plus de temps pour être corrigée, environ 3 mois, à condition d'avoir une alimentation saine et variée. Voilà tout sur le redoutable processus de sevrage alcoolique. Le premier jour et la nuit suivante sont les plus difficiles. Le deuxième jour reste difficile, mais avec une légère amélioration. Entre le 3e et le 5e jour, la situation est loin d'être idéale, mais le pire sur le plan physique sera passé, et au 5e jour, même dans les cas les plus sévères, le sevrage physique sera généralement terminé. Cependant, pendant plusieurs mois, vous continuerez à bénéficier de nombreux avantages substantiels au fur et à mesure que les nutriments seront remplacés et que le plein effet d'un sommeil réparateur se fera sentir. Il convient également de garder à l'esprit que cela ne s'applique qu'aux plus gros consommateurs d'alcool. Pour ceux qui ne boivent pas tout le temps ou ont tendance à boire un peu moins, ces premiers jours équivaudront à surmonter une gueule de bois. Mais ça ne peut pas être aussi simple que ça, n'est-ce pas? Qu'en est-il des buveurs qui ont encore envie de boire après des semaines, des mois, des années ou même des décennies après avoir arrêté? Le sevrage physique est terminé en 5 jours. Point final. Quand quelqu'un a envie d'alcool après 5 jours, cette envie est déclenchée par le mental plutôt que par le physique. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Chapitre 28. Arrêter d'un coup, l'aspect psychologique. Nous avons déjà abordé 2 des obstacles psychologiques au sevrage: les éléments déclencheurs subconscients et la spirale de l'état de manque. Le subconscient déclenche le désir de boire, non seulement lorsqu'un buveur souffre du sevrage alcoolique, mais chaque fois que la personne en question subit un stress ou une anxiété quelconque. Le stress du sevrage est très semblable au stress et à la tension de la vie quotidienne.
La désintoxication physique a donc beau s'être déjà achevée, les associations mentales persistent et, comme nous l'avons vu précédemment, les éléments déclencheurs subconscients mettront en mouvement la spirale de l'état de manque, qui est l'un des ressorts principaux de la dépendance. Ainsi, la dépendance mentale survivra toujours à la dépendance physique. Il est impossible d'assigner une durée maximale aux éléments déclencheurs subconscients et à la spirale de l'état de manque. Cela peut durer éternellement. Chaque fois que vous commencez à fantasmer sur l'idée de boire un verre, vous commencez à avoir envie de boire. C'est la première mauvaise nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'avec le temps, le FAB prend effet, de sorte que, d'une part, l'envie de boire peut continuer et que, d'autre part, la peur de boire qui a entraîné la tentative d'arrêter diminue d'emblée. Mes années d'alcoolisme étaient-elles vraiment si terribles ? Étais-je un alcoolique ou juste un adorable voyou qui avait tendance à trop boire ? Cette fois, je peux contrôler ma consommation, non ? La combinaison de ces facteurs fait que, pour beaucoup, plus la période d'abstinence est longue, plus le risque de rechute augmente. Passons cependant aux nouvelles encourageantes. Bien que je mentionne que les déclencheurs subconscients et la spirale du manque peuvent sembler infinis, en réalité, ils ne perdurent pas indéfiniment dans la majorité des cas. Même dans le cas où une personne se sent vraiment mal de ne pas pouvoir boire un verre à une certaine occasion, si elle réussit à passer outre, elle aura gagné un peu plus de confiance en elle-même. Il est vrai que lors d'une soirée, par exemple, il est improbable que l'envie d'alcool nous tourmente sans arrêt. Tôt ou tard, une conversation captivante, un plat délicieux ou d'autres distractions plaisantes capteront notre attention. Ces moments nous détournent de l'envie de boire et nous montrent que nous pouvons apprécier divers aspects d'un événement social sans recourir à l'alcool. Lorsque nous trouvons une distraction et que notre attention se détourne, nous interrompons efficacement la spirale du manque. Même si cette période de distraction est brève, elle nous permet de fonctionner normalement, de trouver du plaisir ou, à tout le moins, d'échapper à un état de détresse profonde. Ces périodes, aussi brèves et rares soient-elles, se produiront, et lorsqu'elles se produiront, par de très petites incrémentations, nous commencerons à avoir confiance en notre capacité de nous en sortir sans boire. L'état de manque est pire lorsque nous ne pouvons pas imaginer comment faire face à une certaine situation sans boire. Quand nous avons traversé une telle situation sans boire, et si pendant un court moment nous nous sommes amusés, ou si nous avons cessé d'être malheureux, l'envie sera un peu moins forte la prochaine fois, car nous saurons que nous pouvons nous passer d'alcool parce que nous l'avons déjà fait. Nous réalisons que non seulement nous pouvons surmonter les moments difficiles, mais que nous sommes également capables de nous amuser, même brièvement. Cette prise de conscience nous aide à interrompre plus aisément la spirale du manque. Ainsi, les occasions de rompre cette spirale deviendront plus fréquentes, prolongeant les moments de distraction. Cela augmente notre confiance en nous, favorisant un cercle vertueux d'amélioration continue. De plus, notre bien-être physique et mental s'en trouvant renforcé, notre sentiment général de bien-être et notre confiance en nous s'accroissent également. Cependant, de la même manière que le développement d'une dépendance à l'alcool peut s'étaler sur plusieurs années, le processus pour s'en défaire peut être tout aussi prolongé. En effet, ce que nous cherchons à faire, c'est de désapprendre ce que notre subconscient a intégré pendant longtemps. L'idée qu'en cas de stress, il faut consommer de l'alcool. Chaque fois que l'élément déclencheur s'active et que vous ne buvez pas, le subconscient apprend une nouvelle leçon. L'alcool n'est plus disponible. Plus vous avez bu pendant longtemps, et plus les éléments déclencheurs sont profondément ancrés dans votre subconscient, et plus il faudra de temps pour que la nouvelle leçon soit apprise. Heureusement, il est possible d'accélérer considérablement le désapprentissage des comportements inculqués par le subconscient au fil des ans, et surtout, d'éviter complètement la spirale de manque, à condition d'adopter la bonne approche. Nous aborderons bientôt des stratégies efficaces pour y parvenir et fournirons des conseils pratiques pour faciliter au maximum l'arrêt de l'alcool. Cependant,
Avant de le faire, il y a un autre obstacle psychologique à l'arrêt dont nous n'avons pas parlé. Il est étroitement lié à la spirale du désir insatiable dans le sens où il provoque une agonie mentale lorsque nous essayons d'arrêter. Il s'agit d'un processus distinct qui doit être considéré séparément. C'est ce que j'appelle l'agonie mentale de l'arrêt. Chapitre 29. L'agonie mentale associée à l'arrêt. J'ai été au cinéma l'autre jour avec ma femme et nos 2 jeunes garçons, et nous avons regardé un film intitulé « Les trolls ». Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce film, laissez-moi vous en donner un aperçu. Les trolls sont de petites créatures aimantes et heureuses qui passent leur journée à danser, à se faire des câlins et à aimer la vie en général. Les Bergens, cependant, ne sont pas comme les trolls. Ils sont plus gros, assez gros pour ramasser les trolls et les manger, et malheureux. Ils ne se font pas de câlins, ne chantent pas, ne dansent pas. Ils sont simplement malheureux. Un jour, un Bergen, désespéré, voit les trolls dans leur joie et, espérant s'approprier cette félicité, en dévore un. Convaincu qu'il trouvera le bonheur de cette manière, il devient heureux. Cette croyance se propage rapidement parmi les Bergens, qui deviennent tous obsédés par l'idée de consommer des trolls pour atteindre le bonheur. Les trolls s'enfuient, et le film raconte l'histoire des Bergens qui tentent d'attraper les trolls et des trolls qui essaient d'échapper à leur destin, qui consiste à se faire manger par les Bergens. Pour ceux à qui j'ai donné l'irrésistible envie d'aller voir le film, arrêtez d'écouter maintenant parce que je suis sur le point de vous raconter la fin. Les trolls réussissent à faire comprendre aux Bergens qu'il est absurde de croire que le bonheur puisse être obtenu en mangeant quelque chose. Ils leur expliquent que de nombreuses raisons de se réjouir existent et que le véritable bonheur provient de l'intérieur, non d'éléments extérieurs. Ce faisant, le conflit se résout et ils vivent tous heureux éternellement. Au lieu d'être vaincus, les antagonistes sont réhabilités, reflétant une approche moderne de la résolution des conflits. Dans une scène marquante, le prince Bergen est assis sur les genoux de son père, le roi, qui lui affirme qu'il ne connaîtra jamais le bonheur sans manger des trolls. Avec leur évasion, le roi insinue que le prince est condamné à l'infortune. Cependant, la tristesse du prince ne découle pas de son incapacité à manger des trolls, mais de la conviction instillée par son père qu'une vie sans trolls est synonyme de misère. C'est cette croyance, plutôt que l'absence de trolls, qui forge son malheur. Si vous croyez que vous allez passer le reste de votre vie malheureux, cette seule croyance vous garantira que vous serez malheureux parce que la perspective d'avoir une vie de misère est horrible, assez pour rendre quiconque malheureux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire sincèrement que vous serez malheureux. Bien sûr, vous n'êtes pas assis sur les genoux de votre père et personne ne vous dit que vous ne serez jamais heureux sans alcool, du moins, j'espère que c'est vrai pour la plupart des gens, mais cette croyance vous est inculquée d'une manière beaucoup plus efficace. Elle vous est inculquée par la société en général, bien sûr, par des émissions de télévision montrant des gens qui boivent à chaque occasion, par des amis, des parents et des collègues qui servent des boissons à chaque occasion, etc. Mais en fait, la principale source de cette croyance vient de nous-mêmes. Chaque fois que vous prenez un verre, il y a une petite bataille schizophrène qui se livre. D'un côté, c'est mauvais pour nous, cela nous cause les problèmes X, Y et Z. Nous sommes nettement mieux sans cela, etc. Et de l'autre côté, le fait qu'on le désire, bien sûr. Cela nous donne un coup de pouce à court terme, et c'est ce que nous voulons. Nous trouvons donc toutes sortes d'excuses et de mensonges pour justifier notre décision de prendre un verre. La plus récurrente de ces excuses pour la plupart des gens est qu'un verre nous rendra heureux, ou plus heureux ou moins malheureux selon votre état émotionnel du moment. Nous nous imposons ce point de vue encore et encore, de sorte que lorsque nous nous arrêtons, nous croyons que nous ne pourrons pas autant profiter de la vie ou de certaines situations sans boire.
Que ce soit vrai ou non n'a pas d'importance. Si vous croyez vraiment que vous ne profiterez plus de la vie, ou même que vous ne profiterez plus de certaines situations que vous appréciez avant, cette croyance sera, à elle toute seule, une cause de malheur. Ceci est renforcé par le fait que, comme nous l'avons déjà dit, le bonheur de socialiser est souvent attribué à tort à notre état d'ivresse, ce qui, à son tour, est renforcé par le fait que notre propre expérience nous a montré que nous n'avons pas cette joie si nous ne buvons pas. Nous croyons que nous passerons à côté de cette joie si nous nous arrêtons et que cela nous rendra malheureux. Après tout, on n'a qu'une vie. Que nous croyions en la vie après la mort, la réincarnation ou l'oubli, nous n'avons qu'une vie. Et si de ce fait nous croyons que nous passons à côté d'un vrai plaisir, alors notre vie sera toujours gâchée dans une certaine mesure, et ce sera une cause de mélancolie, de tristesse et de malheur. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas au malheur. L'espoir est un antidote au malheur. J'ai vécu des situations assez désagréables au cours de ma vie, et ce qui m'a permis de les vivre, c'est l'espoir que les choses s'amélioreraient. Je me rappelle quand, pendant mon séjour en Irak, j'avais l'habitude de me répéter encore et encore une partie d'une chanson des Levelers qui dit « Il n'y a jamais eu un jour qui dure éternellement, tout comme le soleil se couche, il se lèvera à l'aube pour toujours. » C'est un réconfort parfois, quand il n'y en a pas d'autre, de se rappeler que le temps passe inexorablement. Quelle que soit la misère ou l'horreur que vous êtes en train de vivre, elle ne peut durer éternellement. Toutes les choses ont une fin, donc il y a toujours de l'espoir. Mais que faire dans une situation où la souffrance semble éternelle parce qu'elle découle de nos propres actions et que notre seul recours pour y échapper est désormais hors de portée? Peu importe ce que l'on croit de l'au-delà, la réincarnation ou le néant, nous n'avons qu'une seule vie. Si l'on pense qu'à cause de nos choix, on manque de vrais moments de bonheur, alors notre existence sera toujours entachée de regrets, teintée de tristesse et d'amertume. En résulte une plongée dans une misère désespérée, un désespoir absolu et sans fin. Cela représente le pire état possible pour le toxicomane, tant sur le plan mental que physique. La dépendance les détruit sous tous les aspects. Elle ruine leur vie en les privant de leur emploi, de leurs proches, de leur domicile, voire de leur existence même. Mais en son absence, ils font face à une misère et un désespoir accablants. Ainsi, ils ont souvent tendance à se tourner vers la drogue. Ce choix, bien que paraissant irrationnel de l'extérieur, s'explique clairement lorsqu'on comprend le mécanisme sous-jacent. Vivre avec la drogue, malgré sa misère, est souvent perçu comme étant légèrement moins pénible que de faire face à la misère accrue et au désespoir ressenti lors de la tentative d'abandon de cette dépendance. Ceci explique non seulement la préférence habituelle du toxicomane pour la drogue plutôt que pour l'abstinence, mais aussi leur cycle répétitif d'arrêt et de rechute. Malgré leur malheur sous l'emprise de la drogue et conscient de la nécessité d'arrêter, le toxicomane cède à l'abstinence. Cependant, confronté ensuite à une misère encore plus grande sans la drogue, il se tourne de nouveau vers elle. Ils recommencent donc, mais ils reviennent à la misère de la drogue, alors ils s'arrêtent à nouveau. Le cycle se poursuit donc. Quand vous êtes malheureux, vous cherchez le changement. C'est dans la nature humaine. Le toxicomane n'a que deux choix, prendre de la drogue ou ne pas en prendre. Ce sont les deux seules options entre lesquelles il ou elle peut alterner. Il n'y a pas de troisième voie. Parce que les deux choix les rendent malheureux, ils oscillent constamment entre les deux. Ce principe illustre également l'efficacité de la doctrine des alcooliques anonymes de prendre la vie jour après jour. L'avantage ne réside pas seulement dans la division du processus de rétablissement en segments journaliers gérables, mais il réside principalement dans sa capacité à neutraliser certains défis psychologiques du rétablissement. La misère et le désespoir naissent en nous quand nous contemplons notre vie en nous disant qu'elle est vide, qu'elle n'a pas ce qu'il nous faut pour profiter de la vie ou pour profiter de certaines situations. Toutefois, en évitant de penser à notre vie dans son ensemble,
nous pouvons seulement contourner le processus temporairement. Le problème avec cette approche est qu'elle ne constitue pas une solution véritable au problème d'addiction. Elle représente plutôt un moyen de l'éviter temporairement. En effet, si notre objectif est d'arrêter définitivement, il est essentiel de faire face à cette réalité et de ne pas simplement l'éluder à chaque fois que les difficultés surgissent. Ce phénomène explique également pourquoi il est souvent faisable de cesser de boire pour des périodes limitées, tandis que s'arrêter définitivement présente plus de difficultés. La conviction de reprendre la consommation ultérieurement constitue en fait une négation de ce phénomène. Ainsi, le fait de pouvoir s'arrêter temporairement ne devrait pas être interprété comme un signe de maîtrise complète de la situation. Dans l'ensemble, c'est un tableau assez sombre. Soit la misère de la drogue, soit la misère de la vie sans elle. Mais il y a 2 points clés à noter. Premièrement, tout le processus se déroule dans l'esprit conscient. Il est donc en notre pouvoir de le contrôler et de le nier si nous le souhaitons. Deuxièmement, l'ensemble du phénomène repose sur un autre point clé. Une croyance sincère que l'on ne peut pas être heureux sans boire de l'alcool. La véritable révélation est que la base sur laquelle repose l'entière prison de la dépendance n'est rien d'autre qu'un mensonge, une pure invention. Cette croyance est complètement fausse. Vivre sans alcool non seulement est possible, mais s'avère souvent bien plus épanouissant. Il est essentiel de saisir en profondeur les méfaits de l'alcool et de démystifier ses soi-disant avantages. Avec cette prise de conscience, explorons maintenant des méthodes plus efficaces pour arrêter de boire. Chapitre 30. Une meilleure façon d'arrêter, les options. Ce livre traite en détail des subtilités de l'alcool et de la dépendance à l'alcool. Cependant, toute dépendance, dans sa forme la plus simple, se compose de 4 éléments principaux. Il y a habituellement, mais pas toujours, une sorte d'élément déclencheur physique, à court terme, le sevrage de l'objet de la dépendance. À long terme, après que la dépendance physique a cessé, une sorte de stress ou d'anxiété ou même la faim, tout simplement. Cela conduit à l'élément déclencheur subconscient qui, à son tour, conduit à la spirale de l'état de manque et à long terme, nous rencontrons l'agonie mentale de l'arrêt. C'est la spirale de l'état de manque et l'agonie mentale d'arrêter qui cause la misère et le désespoir auxquels le dépendant fait face lorsqu'il essaie d'abandonner l'objet de sa dépendance, et ces 2 éléments ont tendance à être les plus dominants de toute dépendance. À l'heure actuelle, il existe plusieurs méthodes pour cesser de se droguer, mais elles consistent toutes à perturber d'une façon ou d'une autre ce processus de 4 étapes. Les médicaments alternatifs, destinés à atténuer les symptômes de sevrage, s'avèrent souvent moins efficaces car l'addiction ne repose pas uniquement sur des facteurs physiques. Elle implique également des dimensions psychologiques et émotionnelles que ces médicaments ne peuvent pas toujours adresser. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une spirale de l'état de manque peut se produire même sans aucun élément déclencheur physique. Si vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, vous serez malheureux, et si vous restez là à fantasmer à ce sujet, vous serez encore plus malheureux. Ce sera le cas même sans élément déclencheur physique. Il est également vrai que ces médicaments utilisés pour perturber le sevrage ont leur propre sevrage, de sorte qu'en les prenant, vous n'évitez pas le sevrage, mais vous le retardez ou vous le faites traîner encore plus longtemps. Comme mentionné précédemment, les alcooliques anonymes interviennent dans le cycle de la dépendance une fois celui-ci établi. La méthode d'Allen Carr, en revanche, vise à prévenir l'apparition même du désir de consommer. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ouvrages d'Allen Carr, notamment sur l'arrêt du tabac, sa méthode repose sur l'idée qu'il n'existe aucun avantage à consommer une substance addictive et que l'on est toujours mieux sans elle. Elle est très efficace pour 2 raisons. Tout d'abord, elle empêche les éléments déclencheurs subconscients de mener à la spirale de l'état de manque. Lorsqu'un déclencheur subconscient se manifeste,
il n'incite pas le toxicomane à consommer, mais lui fait plutôt prendre conscience de la valeur de sa liberté. Ce changement de perspective transforme radicalement le processus. Plus les déclencheurs sont présents, plus l'individu se félicite de sa sobriété. Au fil du temps, la fréquence de ces déclencheurs diminue, menant à une libération complète de l'addiction. Par ailleurs, cette approche élimine entièrement la souffrance mentale associée à l'arrêt. En effet, si le toxicomane se réjouit de sa sobriété et aspire à une vie sans substance, l'appréhension de la souffrance disparaît, laissant place à une transition sans douleur mentale. En essence, une dépendance persiste parce que le toxicomane ressent un manque et un malheur profond lorsqu'il arrête de consommer la substance. Éliminer complètement le désir de consommer cette drogue spécifique met fin à la dépendance. Cela repose sur une transformation psychologique où le besoin perçu disparaît, dissolvant ainsi les chaînes de la dépendance. La méthode Allen Carr est un excellent système qui fonctionne très bien pour arrêter de fumer parce qu'Allen était un grand fumeur de longue date et qu'il connaissait donc toutes les complexités de cette dépendance particulière. Cependant, ce n'était pas aussi efficace pour l'alcool parce qu'il ne couvrait aucune des complexités particulières liées à l'alcool, comme le sevrage, le manque de sommeil et la différence du temps qu'il faut pour que la relaxation mentale s'estompe par rapport à l'intoxication physique, etc. Pour que cette méthode soit efficace, il est essentiel d'avoir une image complète et surtout exacte de toutes les subtilités de chaque drogue. Après tout, les toxicomanes ayant vécu l'expérience complète de la substance semblent les plus aptes à évaluer la véracité des affirmations à son égard. Toutefois, si on leur soutient qu'une drogue n'a aucun aspect positif, ils pourraient ne pas être dissuadés, persuadés qu'il existe bel et bien un avantage, car chaque dose semble leur apporter un soulagement temporaire. Cependant, en partageant avec eux les explications scientifiques et logiques qui révèlent que les avantages perçus d'une drogue sont illusoires, le soulagement temporaire n'étant que la suspension momentanée du malaise qu'elle génère, vous pouvez effectivement les convaincre. Cette prise de conscience permet de perturber le cycle de dépendance en neutralisant à la fois le déclencheur de la spirale de manque et l'angoisse associée à l'arrêt. Par contre, si l'information que vous leur donnez au sujet d'une certaine drogue est incorrecte ou incomplète, ils le sentiront, consciemment ou inconsciemment, et la perturbation ne se produira pas efficacement. Ils continueront de croire que leur drogue en particulier présente certains avantages et que leur vie sera moins agréable sans elle, et la dépendance continuera. La clé pour surmonter la dépendance réside dans une compréhension approfondie. Avec cette idée en tête, explorons désormais les méthodes les plus efficaces pour cesser de boire. L'alcoolisme, la dépendance à l'alcool ou la consommation problématique d'alcool, peu importe le nom qu'on lui donne, est essentiellement une interaction entre le physique, le chimique, le physiologique et le psychologique. Tous ces facteurs que nous avons examinés dans ce livre s'en mêlent pour créer la confusion et l'illusion de la dépendance. Pour ceux qui ont pleinement saisi le message de ce livre, la confusion, les illusions et, par conséquent, la dépendance se dissiperont. En réalité, les seuls obstacles à une existence libérée de l'alcool sont les déclencheurs subconscients, la spirale de l'envie irrésistible, la souffrance psychologique liée à l'arrêt, les effets du biais d'affaiblissement des affects, BAA, et, pour les buveurs actuels, le sevrage physique. Examinons maintenant en détail ces 4 principaux obstacles. Chapitre 31. Une meilleure façon d'arrêter, aborder les éléments déclencheurs subconscients, la spirale de l'état de manque et l'agonie mentale associée à l'arrêt. Je vais traiter ensemble ces 3 défis, car la stratégie pour les surmonter est la même. Nous avons une compréhension, à la fois consciente et subconsciente, que chaque verre nous procure un soulagement temporaire. Par conséquent, même en période de sevrage, face au stress ou au désir de détente,
une partie de notre être nous incite à consommer un verre. L'aspect essentiel à retenir est que les déclencheurs évoquent simplement l'idée de consommer une boisson alcoolisée. Ce que vous décidez de faire juste après l'émergence de cette pensée est crucial. Si vous laissez cette idée vous séduire, imaginant combien il serait agréable de boire, vous vous retrouverez rapidement avec une envie irrésistible de prendre un verre. En réalité, même en éliminant tous les déclencheurs subconscients, les pensées concernant les boissons alcoolisées surgiront inévitablement tout au long de votre vie. En effet, l'alcool fait partie de notre environnement et nous amène naturellement à y penser. Cependant, la clé pour arrêter de boire de manière efficace ne réside pas dans l'effort d'oublier l'alcool, ce qui est de toute façon irréaliste, ni dans la lutte constante contre la tentation de consommer. La stratégie la plus efficace est d'éliminer totalement le désir de boire. En adoptant cette approche, la fréquence à laquelle nous pensons à l'alcool devient négligeable, car l'absence de désir élimine tout risque de consommation. Après tout, la décision de boire est entièrement la nôtre. Sans l'envie de boire, nous ne passerons pas à l'acte. Revenons à l'analogie de l'alcool en tant qu'usurier particulièrement méchant et avide. Cet usurier-là ne vous prête pas d'argent, mais des sentiments. Il vous fait un acompte de bons sentiments et vous lui remboursez avec de mauvais sentiments ou du malheur. Et comme tout bon usurier, il faut toujours lui rendre beaucoup plus que ce qu'il vous a donné. Supposons pour l'instant que le bonheur humain se situe sur une échelle allant de plus 100 à moins 100. Donc, plus 100 est le plus heureux que nous puissions être, et moins 100 est le plus malheureux que nous puissions être. Quand vous buvez un verre, vous recevez un boost de plus 5. Mais à mesure que l'effet s'estompe et que le corps s'oppose à l'effet de l'alcool, nous rencontrons alors un moins 10. Donc, dans l'ensemble, notre situation est pire. La seule façon de prendre un verre et de ne pas prendre un moins 10, c'est d'en prendre un autre, puis un autre et encore un autre. Même dans ce cas, nous finirons probablement par nous sentir mal une fois endormis ou inconscients, auquel cas notre sommeil sera troublé et nous nous réveillerons plus fatigués que la veille au soir. N'oubliez pas non plus qu'il ne s'agit là que du côté physique. Dès que vous prendrez ce verre, vous perdrez beaucoup d'autres points pour d'autres raisons. Lorsque vous arrêtez de boire, vous ressentez un grand sentiment d'accomplissement, mais dès que vous prenez un verre, vous ressentez un sentiment de désespoir et d'échec. Si vous êtes un buveur excessif et que les gens comptent sur vous pour arrêter, leur déception et leur tristesse exacerberont d'autant plus ce sentiment. Lorsque l'envie de boire vous traverse l'esprit, ne lui permettez pas de prendre racine. Confrontez-la immédiatement. Efforcez-vous de l'examiner sous un angle réaliste. En période d'abstinence, il est courant de glorifier l'alcool. Pourtant, ces idéalisations ne sont que des illusions, omettant volontairement les conséquences négatives qui accompagnent inévitablement la consommation d'alcool. Ne vous permettez pas de fantasmer à ce sujet, voyez les choses telles qu'elles sont vraiment. Ne vous laissez pas séduire par l'idée attrayante de consommer un verre. Envisagez plutôt les répercussions dans leur intégralité. Réfléchissez aux sensations désagréables ressenties lorsque les effets de l'alcool s'estompent. Si vous envisagez de vous limiter à un seul verre, ou à l'entrée d'un cycle de consommation néfaste et répétitif. Si vous êtes réaliste, vous verrez que si vous recommencez, vous retournerez très rapidement à vos vieilles habitudes de consommation et même au-delà. Imaginez le profond sentiment d'échec et la déception ressentie par ceux qui vous font confiance. Réfléchissez aux nuits agitées, pleines d'inquiétude, et aux matins suivants, marqués par l'épuisement et la dépression. Ne laissez pas l'envie d'un verre persister négligemment dans votre esprit. Identifiez clairement cette pensée et affrontez-la avec réalisme. Considérez toutes les conséquences, pas seulement l'attrait momentané. En procédant ainsi, nous enseignons une nouvelle leçon à notre esprit conscient et subconscient.
Si le subconscient assimile les enseignements grâce à la répétition au fil du temps, l'intensité de l'expérience accélère ce processus d'apprentissage. Plus l'expérience est marquante, plus rapidement la leçon est intégrée. L'effet d'une boisson alcoolisée est faible et n'a que peu d'impact sur notre subconscient. Par conséquent, il faut de nombreuses années et des milliers de verres pour que le subconscient en tire les leçons qui créent la dépendance. Cependant, si l'effet est grand, le subconscient apprend la leçon beaucoup plus rapidement. Avez-vous déjà mis la main dans un four et touché l'élément chauffant? Je l'ai fait récemment, quand notre four était cassé et que j'essayais de le réparer. L'alimentation électrique du four était coupée et le four était clairement très froid, mais mon subconscient me criait de ne pas y toucher. Je savais pertinemment que l'élément était froid, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le tapoter très rapidement pour m'assurer qu'il était froid avant de le saisir fermement. Je ne me rappelle pas spécifiquement avoir été brûlé par un four. Néanmoins, compte tenu de la gravité des blessures possibles, mon subconscient a intégré la prudence nécessaire après très peu d'expérience, voire dès la première. Cette capacité d'apprentissage rapide souligne l'efficacité avec laquelle notre subconscient nous protège des dangers, même après une seule exposition. Ainsi, bien que cela puisse prendre des années avant que les éléments déclencheurs subconscients ne soient complètement intégrés, ils peuvent être inversés en une fraction de temps si, chaque fois que celui-ci s'active en vous, vous vous arrêtez et vous le contrez aussi efficacement que possible, en prenant autant de temps que nécessaire. Ne vous contentez pas de le laisser flotter. Saisissez l'occasion pour enfoncer la leçon dans votre subconscient, ce qui aura un grand impact sur votre subconscient et rendra ainsi le processus d'inversion des éléments déclencheurs subconscients plus rapide. Lorsque l'envie de boire surgit dans des moments où vous ne pouvez pas vous isoler pour y faire face, comme en passant devant le rayon des vins au supermarché ou lorsqu'on vous propose de choisir une boisson lors d'un repas d'affaires, il est crucial de résister intérieurement autant que possible. Même si vous ne pouvez pas toujours prendre un moment pour vous à part, combattre ces impulsions mentalement aidera. En choisissant de ne pas consommer d'alcool, vous évitez que ces déclencheurs ne s'intensifient. Avec chaque situation où vous résistez à l'envie, leur influence s'affaiblira progressivement. Tâchez donc de les contrer dès que l'occasion se présente. Il est difficile de définir un délai précis, mais avec la bonne approche, il est possible de réaliser l'essentiel du travail en environ 3 semaines. Tout comme dans d'autres domaines de la vie, investir des efforts conséquents au départ peut significativement réduire la quantité de travail nécessaire par la suite. L'autre point à mentionner est que vous pouvez tout à fait commencer ce processus avant d'arrêter de boire. Si vous buvez encore, commencez à analyser votre consommation. Pensez au goût, à l'effet de la première boisson, puis de la deuxième, etc. Interrompez votre consommation et voyez comment vous vous sentez réellement. Est-il vrai que la sensation d'ivresse ou celle de savourer 1 ou 2 verres soit réellement extraordinaire? Quel en est le véritable plaisir? En y réfléchissant bien, l'effet de l'alcool se résume principalement à une légère sensation d'engourdissement dont le seul avantage notable est d'atténuer les divers inconforts qu'il a lui-même engendrés. Est-ce vraiment pour cela que vous voulez perdre votre argent, votre santé, vos amis et votre famille, votre amour-propre et même votre vie? Analysez aussi de très près la sensation quand la boisson s'estompe. Comment vous sentez-vous quand vous vous réveillez, que ce soit pendant la nuit, quand vous n'arrivez pas à vous rendormir car vous êtes inquiet et rempli de désespoir et de haine de soi, ou bien en vous levant le matin, déprimé et fatigué? Pensez à cet usurier. Ce que vous obtenez, vaut-il ce que vous avez finalement à rembourser? N'oubliez pas non plus que la sensation de détente que procure le premier verre de la journée est simplement l'élimination d'un sentiment d'anxiété et de fatigue qui a été entièrement créé par toutes les boissons alcoolisées que vous avez consommées précédemment. Rappelez-vous aussi que même s'il y a un véritable stress qui semble être soulagé en prenant un verre, le soulagement ne supprimera pas la cause du stress.
L'effet empoisonnant de l'alcool et le manque de sommeil réparateur signifient que vous serez moins capable d'y faire face le lendemain, que vous serez plus susceptible d'être stressé et que vous aurez encore plus besoin d'un verre le jour suivant. Si vous combattez efficacement les éléments déclencheurs, et même si vous êtes très occupé, vous devriez au moins avoir le temps de vous rappeler que vous êtes beaucoup mieux sans boire et que tout plaisir n'était qu'une belle illusion, alors vous n'aurez pas envie de boire. Un élément déclencheur ne mène à la spirale de l'état de manque que s'il vous fait commencer à penser à quel point il serait agréable de prendre un verre et à la possibilité d'en prendre un. Si votre élément déclencheur s'enclenche et que vous savez très bien que vous ne voulez pas boire et que vous ne le ferez pas, alors, même si vous ne prenez aucune mesure pour le contrer, la spirale de l'état de manque ne commencera pas. En effet, si votre état d'esprit est correct, même les éléments déclencheurs subconscients ne seront pas un problème. Ils vous feront simplement penser à une boisson alcoolisée. Si vous accueillez avec joie votre libération de l'emprise de l'alcool, chaque déclencheur subconscient deviendra alors une occasion de vous féliciter d'avoir acquis les connaissances nécessaires pour vous en affranchir. La spirale de l'état de manque ne commence que si vous envisagez la possibilité, aussi lointaine soit-elle, de prendre un verre. Dès que vous le faites, vous pensez à la réalité de prendre un verre, à son goût, à son effet, etc. Vous ne pourrez plus penser à rien d'autre et, bientôt, la spirale sera en plein essor. Ainsi, dans un monde parfait, vous n'auriez plus aucune envie. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Alors, parlons de ce que vous devriez faire si vous commencez à avoir des envies. En adoptant le processus de réflexion sur les éléments déclencheurs subconscients détaillés ci-dessus, vous obtiendrez les résultats escomptés. En effet, en vous rappelant la sinistre réalité de la consommation d'alcool, non seulement vous renverserez les éléments déclencheurs subconscients, mais vous empêcherez également la spirale de l'état de manque de prendre effet. Vous cesserez d'avoir envie de quelque chose si vous vous convainquez vous-même que cela est répugnant, affreux et n'a aucun avantage du tout. S'il le faut, sortez-vous de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peu importe la situation, vous devriez pouvoir aller aux toilettes pendant quelques minutes pour être seul. Si c'est vraiment grave, partez. Vous vous ferez votre propre opinion quant à savoir si arrêter de boire de l'alcool a la priorité sur ce que vous étiez en train de faire. Cependant, j'insiste sur le fait que si vous comprenez parfaitement le contenu de ce livre, vous n'aurez aucune raison d'en avoir envie et il n'y aura pas d'agonie mentale lorsque vous vous arrêterez. Vous rencontrerez des éléments déclencheurs, mais ils n'évolueront pas vers le désir insatiable et la contemplation d'une vie sans alcool sera une cause de bonheur et non de malheur. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas compris l'intérêt de boire de l'alcool et qu'une partie de vous continue de croire qu'il y a un réel avantage à le faire. Essayez de déterminer pourquoi vous croyez que l'alcool a un quelconque avantage, puis analysez et exorcisez cette croyance. Il est généralement utile que vous puissiez en parler à quelqu'un. À la fin du livre, je donne des détails sur le site web de ce livre, par lequel je peux être contacté et je répondrai toujours à toute question si je peux. Il y a aussi 2 autres choses que vous pouvez faire pour rendre encore plus improbable l'apparition d'une spirale complète de l'état de manque. La première est la certitude. La spirale ne commence que si la possibilité de prendre un verre vous vient à l'esprit. Si cette possibilité n'existe pas, si vous avez la certitude absolue que vous n'en prendrez jamais un autre, il ne peut y avoir de spirale. Vous devez donc faire le vœu solennel de ne plus jamais boire, quoi qu'il arrive. Vous avez peut-être déjà fait et rompu un tel vœu à de trop nombreuses occasions pour le mentionner. Cependant, vous devez savoir que cette fois-ci, c'est différent. Auparavant, vous n'aviez pas les connaissances nécessaires pour vaincre votre adversaire. Maintenant, c'est le cas, donc rien ne peut empêcher votre victoire. En fait, ce n'est pas la victoire qui semble impossible, mais l'échec. Comment pouvez-vous ne pas arrêter de prendre quelque chose que vous n'avez absolument plus envie de prendre ?
La véritable clé pour surmonter la dépendance ne réside pas dans la lutte contre l'envie de consommer, mais dans l'éradication totale de cette envie. L'autre chose à laquelle il faut penser, c'est que les gens ne pensent généralement qu'à boire à nouveau en croyant que cette fois-ci, ils peuvent contrôler leur consommation en respectant certains paramètres prédéfinis. En effet, vous pouvez être quelqu'un qui n'a jamais bu que selon certains paramètres prédéfinis, quelqu'un qui ne peut être considéré comme ayant un problème d'alcool sous quelque forme que ce soit. Vous devez vous rappeler que boire raisonnablement ne peut pas durer, que la tendance naturelle est de boire de plus en plus, pas de moins en moins. Pour ceux qui ont un sérieux problème d'alcool, vous devez vous rappeler que si vous prenez un verre, même un seul, vous allez vite vous retrouver dans l'état dans lequel vous étiez avant d'arrêter. Personne ne boirait un verre s'il savait que, ce faisant, il lui faudrait boire toute la journée et tous les jours pour le reste de sa très courte vie, sacrifiant ses amis, sa famille, son foyer, son travail, son estime de soi et même sa vie. Prenez conscience que c'est une question de tout ou rien. En comprenant qu'il est impossible de se limiter à un seul verre ou de consommer de l'alcool selon des règles prédéfinies, vous éliminerez les envies de boire. Si vous éprouvez encore des doutes à ce sujet, je vous conseille de réécouter le chapitre intitulé « Un seul verre » pour renforcer cette compréhension. Chapitre 32. Vers une méthode plus efficace pour cesser de boire. Comprendre et contrer les effets du biais d'affaiblissement affectif, FAB. En saisissant le mécanisme du biais d'affaiblissement affectif, FAB, vous posez les premiers pas pour neutraliser ces effets. Lorsque j'observe une fourmi à travers une loupe, je ne m'alarme pas en croyant voir une fourmi géante. Je comprends le principe de la loupe et je reconnais que l'apparence de la fourmi géante n'est qu'une illusion produite par le verre. De la même façon, lorsque vous commencerez à avoir des pensées affectueuses pour l'alcool et vos années de consommation, vous saurez qu'il s'agit en fait de l'effet du FAB et que votre mémoire des événements s'est déformée avec le temps. Cependant, même lorsque vous vous en rendez compte, les pensées peuvent être convaincantes et difficiles à rejeter. Il serait donc utile que nous fassions plus que simplement l'identifier et s'y attendre. Ce n'était jamais l'arrêt initial qui était le problème pour moi, car étant un buveur compulsif, je passais régulièrement par le sevrage physique. Mon problème à moi, c'était de ne pas retomber dans l'alcool. Souvent, lorsque nous arrivons au point d'essayer d'arrêter, c'est parce que nous avons fini par en avoir assez de cette addiction qui rend notre réalité aussi sinistre. Nous ne sommes que trop heureux d'y mettre fin. Le vrai problème, c'est quand le FAB commence à se manifester, c'est-à-dire quand la sinistre réalité est oubliée et qu'on finit par avoir des fantasmes positifs de ce que c'était que de boire. Si vous buvez encore aujourd'hui ou si vous avez récemment cessé de boire, une méthode qui peut être très efficace pour contrer les effets du FAB est d'utiliser l'échelle du bonheur humain que j'ai mentionnée précédemment, qui va de plus 100 à moins 100, plus 100 étant le plus heureux que nous puissions jamais être et moins 100 le plus malheureux que nous puissions être. Pendant que vous buvez encore, consignez sur papier les moments clés de votre journée. Lorsque vous vous réveillez, notez rapidement les circonstances, par exemple « j'ai beaucoup bu la veille au soir » ou « j'en ai bu pas mal la veille », etc. Faites-le après votre premier verre de la journée, après la première crise, peu importe. Faites-le aussi souvent que possible, peut-être même toutes les heures, et notez tous les moments particulièrement mauvais, comme une dispute pendant que vous buvez, un accès de colère, un sentiment de dépression ou de mal-être pour une raison quelconque. La seule chose que je vous conseillerais, c'est d'essayer de ne pas laisser votre sevrage imminent l'influencer. Si vous passez un mauvais moment, directement ou indirectement à cause de votre consommation d'alcool, il vous semblera beaucoup moins terrible si vous êtes persuadé que vous êtes sur le point d'arrêter. Cet aspect positif ne devrait pas être pris en compte. Ce que vous cherchez à produire est un récit précis de votre vie en tant que buveur,
et non un récit de votre vie en tant que buveur qui se sent plus heureux parce qu'il est sur le point d'arrêter. Lorsque vous consignez votre histoire, faites-le dans un cadre paisible et privé. Prenez le temps de réfléchir à tout, pas seulement à vos sensations immédiates, mais aussi à votre existence dans son ensemble. Le moment où vous envisagez de prendre le premier verre de la journée est souvent révélateur pour beaucoup. Face à cette impulsion, marquez une pause pour l'examiner attentivement. Considérez les raisons sous-jacentes de cette envie et les implications pour votre vie. Êtes-vous vraiment heureux ou avez-vous simplement anesthésié cette sensation désagréable causée par votre consommation d'alcool précédente? Analysez en profondeur ce que vous ressentez. N'oubliez pas vos autres problèmes car ils n'ont pas disparu. Mettez-les en relation avec l'ensemble du récit. Si vous pensez sincèrement que ce premier verre vous procure du bonheur, attendez une demi-heure et notez à nouveau vos sentiments. Quel est votre score après 1 heure, puis 3, puis 4? Vous sentez-vous toujours en extase? Ou bien êtes-vous tellement ivre que vous ne pouvez plus clairement identifier vos sensations? En procédant à une évaluation franche, vous découvrirez que la satisfaction initiale n'est pas aussi exaltante que prévu et qu'elle s'évanouit rapidement. Tout sentiment de contentement disparaît vite, même en continuant de boire, laissant place à une sensation de lassitude et de tristesse. Au final, vous réaliserez que la qualité de vie se dégrade, les courts moments de plaisir ne compensant pas les longues périodes de mal-être. Est-ce que les brefs avantages valent les longs inconvénients que vous rencontrerez par la suite? Où vous trouvez-vous exactement sur l'échelle du bonheur? N'hésitez pas à noter autant de détails que possible, car il s'agit de noter par écrit la réalité de votre vie de buveur. Quand vous arrêtez de boire, essayez de maintenir le système de notation pendant un certain temps. Si vous vous sentez très mal, est-ce dans les premiers jours de sevrage? Si c'est le cas, il se peut que vous vous sentiez ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça prenne fin. Cette étape disparaîtra bientôt pour ne jamais revenir. Après 2 ou 3 jours, vous serez vraiment en pleine forme. Lorsque vous vous évaluez, rappelez-vous constamment que l'arrêt de l'alcool a éliminé le principal obstacle de votre vie. Au-delà de cet accomplissement, vous observerez une amélioration générale de vos évaluations de bien-être à mesure que votre santé physique et mentale se restaure. Si vous passez une mauvaise journée ou qu'il vous arrive un malheur, notez la chose pour ce qu'elle est, mais imaginez aussi à quel point les choses seraient différentes si vous étiez encore en train de boire. Vous auriez alors non seulement tout ce qui vous rend malheureux, mais aussi tous les inconvénients de l'alcool en plus. Pensez à l'usurier. Même si vous vous sentez mal, si vous buvez, vous n'enlevez pas le problème. Vous l'anesthésiez légèrement et en plus, vous paierez pour ce soulagement temporaire une 12aine de fois. Ce journal va non seulement neutraliser l'effet du biais d'affaiblissement affectif, FAB, mais il constitue également un excellent moyen de lutter contre les déclencheurs subconscients et de prévenir les envies de boire. Il immortalisera la réalité de vos expériences avec l'alcool en les consignant par écrit. Ainsi, si vous êtes tenté de repenser à vos périodes de consommation avec nostalgie, vous disposerez d'un rappel concret et écrit de la réalité pour vous aider à rester lucide.